Sophie Bessis, bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir à Radio M dans le cadre d'une série d'émissions que nous consacrons au 10e anniversaire de la Révolution tunisienne. Alors, Sophie Bessis, vous êtes tunisienne, historienne, et vous avez été longtemps journaliste. Vous êtes l'auteur d'une douzaine d'ouvrages, dont une biographie de Bourguiba, écrite avec Sohail Belhassan. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser davantage à votre dernier ouvrage, paru en 2019 aux éditions Talendier à Paris, Histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours. Alors dans cette somme de 500 pages, vous synthétisez habilement, et puis dans un style tout à fait digeste, ce qui est rare pour un livre d'histoire souvent, donc vous arrivez à synthétiser 3000 ans d'histoire d'un pays, et là je vous cite, à bien des égards atypiques. Et vous nous expliquerez pourquoi tout au long de l'émission. Alors, de la fière Carthage à la conquête arabe, de la domination ottomane à la période réformiste de la fin du XVIIIe, de la colonisation à l'indépendance, du despotisme éclairé de Bourguiba aux espoirs nés de la révolution de 2011, vous interrogez sans cesse cette exception tunisienne, en tout cas sa singularité. Oui, je préfère le terme de singularité à celui d'exception, dans la mesure où toute exception se définit par rapport à une norme. Et dans le cas précis, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de norme. On peut s'interroger effectivement sur la singularité tunisienne, mais je n'emploie jamais le terme d'exception. Voilà, alors justement, vous allez essayer là aujourd'hui de nous expliquer pourquoi cette petite Tunisie a toujours eu une place à part, et puisqu'il nous intéresse, pour revenir un petit peu à l'actualité, on va essayer de voir si depuis la révolution de 2011, cette nation, la Tunisie, continue de construire une nouvelle séquence fondatrice de sa tunisianité. C'est un terme aussi que vous utilisez souvent dans votre livre. Donc comment est-ce que vous définiriez cette tunisianité ou cette singularité donc ? Vous avez donné une petite partie de la réponse en disant la petite Tunisie. Et effectivement, quelqu'un a dit que j'étais peut-être brodélienne dans ce sens, c'est que la géographie fait en partie l'histoire, et en grande partie l'histoire. Or la Tunisie, effectivement, est un petit territoire, enfin, ce qui est aujourd'hui la Tunisie. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis l'Antiquité, les frontières de ce qui est aujourd'hui la Tunisie ont relativement peu bougé. C'est-à-dire que le territoire de l'actuelle Tunisie est un vieux territoire, avec une certaine unité. Alors bien sûr, cette unité a été malmenée par une série d'événements historiques, mais tout de même, si on prend le territoire de la Carthage punique, si on prend les provinces de l'Africa romaine, si on prend ensuite les Fricas arabes, la régence de Tunis, la régence ottomane, eh bien, plus ou moins, bien sûr, les frontières se sont déplacées, mais elles n'ont jamais reconfiguré totalement le territoire de ce qui est aujourd'hui la Tunisie. Ça, c'est la première donnée. Ensuite, la deuxième donnée, qui est une donnée aussi de sa singularité, c'est que par rapport aux autres pays du Maghreb, la Tunisie est un pays beaucoup plus maritime. C'est-à-dire que pour ce petit territoire, il y a plus de 1200 km de côte, et la Tunisie est largement ouverte au vent de toute la Méditerranée. Aussi bien la Méditerranée orientale que la Méditerranée occidentale, puisque c'est le pays qui, avec la Sicile, contrôle le détroit qu'on appelle détroit de Sicile, et donc c'est un pays qui est à l'intersection du bassin occidental et du bassin oriental de la Méditerranée, contrairement à l'Algérie et au Maroc, qui appartiennent entièrement au bassin occidental de la Méditerranée. Le Maroc, il y a un versant atlantique extrêmement important, c'est-à-dire un Finistère, il n'y a rien de l'autre côté, sinon l'Amérique. Donc ça aussi. Ensuite, la Tunisie est relativement, toujours si je prends ses voisins occidentaux, l'Algérie et le Maroc, un relativement plat pays. C'est-à-dire un pays où on circule beaucoup. Il y a très peu de zones refuge en Tunisie, comme c'est le cas des montagnes algériennes, des montagnes marocaines, que ce soit la Kabylie, que ce soit le Rif, etc., ou les Aurès, enfin bon. Donc, c'est un pays dans lequel on a toujours circulé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, c'est un pays qui a été soumis à des invasions constantes et qui a réalisé une espèce de synthèse de ces invasions, de synthèse ou de rajout, et tout cela, déjà, donc, c'est
ces quelques notations pour montrer que la singularité tunisienne se situe d'abord dans son emplacement, dans sa géographie. Et cette géographie a conditionné de l'histoire. Conditionné de l'histoire, le fait que la Tunisie, une partie des côtes tunisiennes se situe dans le bassin oriental de la Méditerranée a fait que les Phéniciens, évidemment, ont installé des comptoirs d'abord dans ce qui est la Tunisie avant d'aller jusqu'aux colonnes d'Hercule, c'est-à-dire jusqu'à l'océan Atlantique, jusqu'à l'Espagne, jusqu'au Maroc. Ensuite de quoi la Tunisie, je dis la Tunisie, évidemment la Tunisie a changé de nom au cours de l'histoire, mais s'est trouvée au contact immédiat de Rome, et donc a eu des relations avec Rome d'abord pacifiques, ensuite conflictuelles, et puis, bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire des guerres puniques, mais enfin après c'est devenu une colonie romaine, etc. Et donc, la Tunisie a subi une série d'influences, et ce qui la caractérise aussi, du fait de son caractère côtier, de son caractère commercial, c'est que, de tout temps, la population urbaine a été relativement importante en Tunisie. Même quand, dans toute l'histoire de l'humanité, la population rurale était beaucoup plus importante que la population urbaine, mais la population urbaine a toujours constitué 10 à 15% de la population tunisienne, à des époques où, chez ses voisins, c'était moins de 5%. Qu'est-ce qu'on veut dire par population urbaine, population citadine? C'est que la population citadine produit des élites lettrées. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'élite rurale, c'est pas ce que je veux dire, mais elles appartiennent à un tout autre domaine culturel, c'est pas du tout la même chose. Et donc, le fait que la Tunisie ait produit ses élites lettrées, ait produit de l'État également, sous différentes formes au cours de son histoire, mais la Tunisie a incontestablement produit de l'État, ce qui a permis d'ailleurs à la période ottomane, à la Tunisie ottomane, de s'autonomiser par rapport au centre de l'Empire, c'est-à-dire contrairement par exemple à l'Algérie ottomane. L'Algérie turque, l'Algérie ottomane, a été un gouvernement de janissaires jusqu'à la colonisation et n'avait pas de correspondance réelle avec le pays profond. En Tunisie, ça s'est passé différemment. Alors certes, les Mouradites et les Husseinites étaient des dynasties d'origine turque, mais elles avaient cessé d'être turques. On a cessé de parler de turc à la cour de Tunis, pour employer l'arabe, à la fin du XVIIe siècle. Alors que, jusqu'en 1830, en Algérie, les janissaires parlaient le turc, par exemple. Donc, il y a eu une tunisification des élites, y compris des envahisseurs. Et tout ça fait que les Tunisiens ont vécu probablement dans un habitus particulier. Cela ne veut pas dire, si on emploie le terme de tunisianité, que la Tunisie est une espèce d'île dans son environnement. Pas du tout. Et elle partage avec ses voisins du sud et avec ses voisins de l'ouest un certain nombre de caractéristiques, et peut-être d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est une question que je pose avec 1000 points d'interrogation, peut-être que cette tunisianité est en train de se diluer dans un espace socioculturel plus grand, puisque la Tunisie partage de plus en plus de problèmes et de plus en plus de référents identificatoires avec son environnement arabe. Donc c'est une singularité qu'il convient toujours d'interroger. Il ne faut pas la poser comme un donné, il ne faut pas la poser comme un acquis. Alors, là, vous dites avec son environnement arabe, on pourrait dire arabo-musulman, Tout à fait, bien sûr. Pour préciser. Bien sûr. Alors que l'environnement culturel d'origine, en tout cas, est plutôt berbère. Donc ça, mais ça aussi, c'est une singularité. Voilà. Parce que si on prend le Maghreb, incontestablement, la Tunisie est le plus arabisé des pays du Maghreb, où les Tunisiens, depuis plusieurs siècles, se considèrent, sauf des îlots berbères, mais qui n'ont rien à voir avec la berbérité algérienne ou la berbérité marocaine, sauf quelques îlots berbères, les Tunisiens, dans leur immense majorité, se considèrent comme des Arabes. Dans leur immense majorité, les Tunisiens se considèrent comme des Arabes et en viennent à oublier d'ailleurs le substrat berbère. Le berbère n'est plus parlé en Tunisie, alors qu'il est, et vous le savez très bien, abondamment parlé en Algérie et plus encore au Maroc, où on considère que pratiquement la moitié de la population est berbérophone au Maroc. En Tunisie, il reste des traces infimes de cette berbérité. On la voit dans l'art, on peut la voir dans l'artisanat, mais on ne la voit plus dans la culture et le langage et la langue. Et ça, effectivement, c'est aussi
une particularité dans son environnement maghrébin, c'est cette arabité tunisienne, beaucoup plus importante que chez ses voisins, et même plus importante qu'en Libye. Pourtant, pendant les plus de 30 années de Gheddafi, Gheddafi a essayé d'araser, d'éradiquer toute berbérité. Et aujourd'hui, la Libye se retrouve avec plus de 10% de sa population dans le Jebel Nfous, essentiellement berbérophone. Donc là aussi, c'est un élément. Les Tunisiens se considèrent pratiquement en immense majorité comme des Arabes. Maintenant, pour finir avec cette partie, vous me repreniez en me disant arabo-musulman, bien évidemment, puisque après l'indépendance, la disparition de toutes les minorités en Tunisie, à l'exception de quelques 1500 juifs qui habitent encore la Tunisie est devenue un pays presque totalement monolithique, c'est-à-dire de conscience arabe et de religion musulmane, sunnite, malikite. Donc ça aussi, c'est un facteur à la fois d'unification de la population, certes, mais d'oubli absolu de l'histoire de la Tunisie, qui a aussi été une histoire d'altérité. Et cette altérité est maintenant presque totalement oubliée. Alors, là, on parlait beaucoup donc de la géographie, alors un peu là de l'histoire ancienne. On va se rapprocher un peu, être un peu plus contemporain. Et il y a en Tunisie, ce qui est peut-être un marqueur de cette tunisianité ou de cette singularité, c'est des tentatives assez anciennes de sécularisation. C'est on ne va pas parler ici de laïcité, on n'en est pas là, mais déjà depuis quasiment le XVIe siècle, on a des tentatives de sécularisation, semble-t-il. Il y a une certaine forme de sécularisation incontestablement. Cela ne veut pas dire, il ne faut pas s'y tromper, que l'islam cesse d'être un référent. L'islam l'est toujours, et vous avez tout à fait raison, même pour la période immédiatement contemporaine, c'est-à-dire la nôtre, en tout cas depuis l'indépendance, de ne pas parler de laïcité. Moi j'ai toujours dit que la Tunisie a été, la Tunisie bourguibienne, par exemple, si on prend la Tunisie, un État séculier, mais jamais laïque. Rappelez-vous l'article 1 de la Constitution tunisienne. Cet article 1 est un marqueur de la non-laïcité de la Tunisie. Donc, mais sécularisation incontestablement. Donc, rappelez-nous l'article 1. Alors, l'article 1 de la Constitution, c'est la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain. Sa langue est l'arabe, sa religion est l'islam et son régime la République. Alors, cet article a été adopté dès 1956, a été modifié quand la monarchie a été abolie et que le régime républicain a été instauré en 1957 et a été repris tel quel par la Constitution de 2014. Et est resté l'article 1 qui n'a pas bougé. Il y avait eu des débats entre 2011 et 2014 là-dessus. Il y avait eu des débats, est-ce qu'il faut garder... Alors, contrairement à l'Algérie, au Maroc et à d'autres pays arabo-musulmans, c'est ce qu'on a appelé l'ambiguïté bourguibienne, grammaticalement, si vous voulez, dans la langue en arabe, dans cet article, est-ce que l'islam est la religion du peuple tunisien, de l'État tunisien? En tout cas, il n'y a pas écrit l'islam est religion d'État. Mais il y a écrit l'État a une religion, qui est l'islam. Voilà. L'État a une religion. Et donc, ce qui montre bien, et d'ailleurs, Bourguiba, qui a adopté des lois tout à fait séculières, mais a toujours négocié avec la religion, n'a jamais rompu avec la religion. Et Bourguiba n'a jamais voulu, par exemple, qu'on l'assimile à Mustafa Kemal, en disant « je ne suis pas Mustafa Kemal ». Très bien, alors, puisqu'on parle de Bourguiba, alors Sophie Bessis, dites-nous comment l'histoire tunisienne a-t-elle été utilisée, à des fins évidemment politiciennes, etc., hein, mais comment est-ce qu'elle a été utilisée sous Bourguiba, mais aussi sous Ben Ali? Quels ont été les grands marqueurs pour eux de la tunisianité qu'ils ont évidemment voulu utiliser à des fins politiques pour eux? Alors même s'il y a des éléments de pensée de la tunisianité chez les réformistes du 19e siècle, effectivement c'est Bourguiba qui lui a donné ses lettres de noblesse. Pourquoi? Parce que d'abord Bourguiba n'était pas un nationaliste arabe. Il ne faut pas oublier que quand la Tunisie devient indépendante, le nationalisme arabe de Nasser était triomphant dans le monde arabe. Et Bourguiba s'est toujours méfié du nationalisme arabe.
Il a toujours dit, certes, la Tunisie est un pays arabe et musulman, mais il n'est pas que cela. Il n'est pas que cela. Et il y a aussi quelque chose de spécifique à la Tunisie, qui est sa tunisianité. Et donc, il a fait remonter l'histoire de la Tunisie bien avant l'arrivée des Arabes et de l'islam. Bon, pour justement ancrer dans la mémoire collective des Tunisiens cette tunisianité qui dépasse l'arabité et l'islam. Et il ne faut pas oublier que dans les années 1950 aussi, l'Europe était encore imbue de sa supériorité culturelle et que Bourguiba aussi, en faisant remonter la Tunisie à 3000 ans d'histoire, dit « Nous sommes aussi anciens que vous et aussi civilisés, sinon davantage que vous. » Et donc, il fait remonter la Tunisie à la fondation de Carthage, c'est-à-dire au début du 3e millénaire, du 814, la date officielle, disons, moins 814, la date officielle de la fondation de Carthage. Je ne sais pas si c'est 814, mais enfin, c'est à peu près dans ces eaux-là, on va dire. Hein. Et alors, Bourguiba a privilégié Carthage. La Carthage punique a été, il ne faut pas oublier, le culte presque Bourguiba a voué à Hannibal, bien sûr, grand général carthaginois, puis à Jugurtha, roi numide, prince numide. Parce que, pourquoi? Tandis qu'il n'a pas donné autant d'importance à la romanité. Pour quelle raison? Parce que Carthage a fondé un empire. Carthage était une capitale d'empire, et un empire qui s'étendait sur toute la Méditerranée. Tandis que, à l'époque romaine, même si Carthage a brillé de tous ses feux, même si Carthage était la 3e ville de l'empire, l'Africa était une colonie romaine. Et donc, il a plus privilégié la Carthage punique, capitale d'empire, que la Tunisie romaine, colonie impériale. Voilà. Hein. Alors, et Ben Ali, qu'est-ce qu'il a... Alors Ben Ali, lui, disons que l'histoire d'abord, il ne faut pas oublier la discipline la plus idéologisée des sciences humaines, partout et toujours. C'est-à-dire que tout État construit un roman national. Et Bourguiba a construit un roman national, comme tout le monde, avec ça. Les parties les plus tunisiennes de l'histoire de la Tunisie, je mets tunisienne entre guillemets, par exemple, Bourguiba a jeté aux orties tout ce qui était ottoman, tout ce qui était husseynite. Il avait une haine absolument inaltérable, peut-on dire, pour la dynastie husseynite, pour des raisons qui s'expliquent, que je n'ai pas le temps d'expliquer ici. Alors Ben Ali, en gros, s'est situé dans la poursuite de cette idéologie, mais avec des nuances. Avec des nuances, c'est-à-dire que, même s'il s'est situé dans la tunisianité, qu'il s'est réclamé de cette tunisianité, qu'il s'est réclamé du réformisme tunisien, mais il a plus islamisé le discours par rapport à Bourguiba. Beaucoup plus. C'est-à-dire qu'au début de son règne, après le coup d'État de novembre 1987, Ben Ali a tenté d'abord de se réconcilier avec les islamistes. Il ne faut pas oublier que les islamistes étaient partie prenante du dialogue national, enfin du pacte national. Le dialogue national, c'est bien plus tard. Du pacte national. En 1988, le pacte national de 1988, les islamistes étaient partie prenante et que la répression contre les islamistes a commencé au début des années 90. Il y a eu 3 ans de grâce, où d'ailleurs Ben Ali a fait des concessions à la lecture conservatrice de l'islam, des concessions qui ne sont pas anodines. Il ne faut pas oublier que c'est Ben Ali qui a fait mettre le rappel des heures de prière à la télévision, ça n'existait pas avant. La vision lunaire pour les fêtes, pour le ramadan, alors que Bourguiba, qui était un rationaliste absolu, c'était le calendrier astronomique, etc. Donc, il y a eu des concessions. Et ensuite, pendant toute la longue période de répression des islamistes, en fait, la rhétorique de Ben Ali, ça a été « le vrai islam, c'est moi ». Voilà. Et donc, en fait, la référence à l'islam a été beaucoup plus importante, même si elle n'était pas absente du tout à l'époque de Bourguiba, mais elle a été beaucoup plus importante et beaucoup plus systématique à l'époque de Ben Ali. Et puis, à la fin de son règne, eh bien, il y a des tentatives de rapprochement avec les islamistes par le biais de son Jean Tsar Matri, qui était très proche de certains dirigeants islamistes, etc.
Très bien. Alors, là, on est en train de construire petit à petit, donc à travers l'histoire, ce qui va advenir en 2011. Il y a quelque chose aussi dans la singularité tunisienne, c'est ce rapport particulier que les Tunisiens ont depuis longtemps, je dirais au réformisme en général, mais aussi à la Constitution. Les deux allant ensemble. Les deux allant ensemble. Puisque la première constitution du monde arabe et tout, donc date de 1861, Kheldin à l'époque, donc vous allez nous en parler, et le parti nationaliste indépendantiste qui est né contre la colonisation, et le parti du Destour, donc le parti constitutionnaliste. Voilà. Donc expliquez-nous un peu cette singularité. Pourquoi cet attachement finalement à la... Parce que, bon, donc effectivement, vous l'avez rappelé, les années 1840, 1870, etc., sont des années de ce qu'on a appelé le réformisme tunisien. Il y a très peu de pays arabes qui ont connu un aussi puissant mouvement réformiste. En gros, c'est l'Égypte et la Tunisie, qui sont les deux pays qui ont connu cet important mouvement réformiste, avec la tentative, c'est le fameux livre de Kheldin, de naissance d'un constitutionnalisme musulman, en fait, et les tentatives de mettre sur pied, en fait, des prémices de monarchie constitutionnelle. Alors, il y a eu d'abord le pacte fondamental de 1857, qui a été en partie dicté par les puissances de l'époque, c'est-à-dire en France, en Tunisie, la France, l'Angleterre, l'Italie, qui avaient tout intérêt, pour des raisons que là encore je n'ai pas le temps d'expliquer, mais à imposer à la Tunisie ce pacte fondamental. Mais ce pacte fondamental rompt avec la norme traditionnelle, dans la mesure où c'est l'égalité de tous les habitants de la Tunisie devant la loi, et donc la fin de la suprématie du sujet musulman sur les autres sujets. Puisque les ulama ont protesté contre le pacte fondamental en disant « Mais alors comment on va prouver la supériorité de l'islam si tout le monde est égal ?» Voilà, c'était leur grande... Et ensuite, à la suite du pacte fondamental, effectivement, il y a eu la promulgation de la Constitution de 1861, qui était, on peut dire, une prémisse de monarchie constitutionnelle. Pas vraiment, puisqu'il n'y a pas d'élection dans la Constitution de 1861, mais les pouvoirs du bey sont limités par un ersatz de parlement, le Conseil suprême. Et donc, pouvoir limité en matière de gouvernement, en matière de fiscalité, etc., etc. Cette constitution, il ne faut pas l'oublier, n'a jamais été mise en œuvre. Puisque en 1864, vous avez la révolte de Ben Ghdem, et qu'une des revendications principales des insurgés, c'était l'abolition de la Constitution. Donc elle a été suspendue en 64. Et puis 1864. En 1864, elle a été suspendue. Donc on peut dire que cette Constitution n'a jamais été appliquée, mais qu'elle est demeurée un mythe pour l'élite intellectuelle et politique tunisienne. Pour cette tradition réformiste tunisienne, elle est demeurée un mythe. En fait, nous avons promulgué une constitution, c'est-à-dire que nous avons entamé le chemin de la Tunisie vers la modernité 20 ans avant le traité du Berdo, c'est-à-dire l'occupation de la Tunisie par la France. Et effectivement, comme vous le rappeliez, 1920, création du premier parti nationaliste tunisien de l'après-guerre, qui s'appelle le Parti constitutionnaliste tunisien. Et quand Bourguiba crée son parti en 1934, il l'appelle Néo-Destour. Donc, et même quand Ben Ali dissout le RCD, le Parti socialiste destourien, pour l'appeler le RCD, Rassemblement constitutionnel, en arabe, le mot Destour est gardé dans l'appellation du parti. Donc c'est un mot clé. Et qu'est-ce que demandent les révolutionnaires de 2011? Une nouvelle constitution pour marquer l'entrée de la Tunisie dans une deuxième république. Donc vraiment, effectivement, c'est un cas tout à fait particulier, cette référence constante à la Constitution, et c'est peut-être pour ça
que la Tunisie a une école de juristes parmi les plus importantes du monde arabe. Sophie Bessis, au moment de la Révolution, tous les segments de la société tunisienne étaient d'accord pour renvoyer Ben Ali. Mais ils n'avaient pas pu s'entendre sur les priorités de l'après Ben Ali. Mais la négociation, c'est-à-dire la politique, et là je vous cite, l'a emporté sur la confrontation violente. Vous dites sur la guerre, moi je dis ici sur la confrontation violente. Alors ce fameux art du compromis, vous le reprenez souvent de cette expression dans votre ouvrage, donc ce fameux art du compromis que vous rangez dans les critères de la tunisianité, n'est-il pas une marque de fabrique de la transition démocratique depuis 2011 ? C'est très difficile de vous répondre là-dessus. C'est très difficile parce que j'ai achevé cet ouvrage, le temps qu'il soit imprimé, publié, disons, en gros en 2018. Et en 2018, la Tunisie n'était pas encore totalement descendue aux abîmes. Bon, disons que la Tunisie, depuis 2018, a régressé, à mon sens. Et qu'aujourd'hui, eh bien, quand on regarde le paysage politique tunisien, on est au degré zéro de la politique. On est au degré zéro de la politique. Nous avons un personnel politique, et j'assume ce mot, tout à fait lamentable. Mais il est vrai qu'en 2013, c'est-à-dire au moment où les débats sur la Constitution étaient extrêmement importants, à l'époque où les islamistes voulaient imposer leur Constitution, à l'époque où des assassinats politiques de Chokri Belaïd puis de Brahmi, de I'tissam Rahil, de l'occupation du Bardo, eh bien là, il y avait deux Tunisies qui se faisaient face. Et la période était extrêmement grave. Et je pense qu'à l'époque, les islamistes ont lâché du lest, incontestablement, politiquement, pas idéologiquement, mais politiquement. D'abord parce qu'effectivement, il y avait des forces en Tunisie qui étaient capables d'imposer une discussion, à commencer par le GTT. Il n'y a aucun pays arabe, l'Union générale des travailleurs tunisiens, l'Union générale tunisienne du travail. Il faut rappeler qu'aucun pays arabe n'a une tradition syndicale aussi ancienne. Quelles que soient les critiques que l'on puisse faire à la GTT aujourd'hui, c'est une tradition, la tradition syndicale en Tunisie date du début des années 1920. C'est pas, donc aujourd'hui elle a un siècle, la tradition syndicale, pas du GTT, mais la tradition syndicale tunisienne. Donc il y a des forces capables d'imposer aux islamistes de se mettre autour d'une table. Bon. Il y a aussi des éléments de politique extérieure. Il ne faut pas oublier qu'en juillet 2013, il y a eu le coup d'état militaire du maréchal, de l'autoproclamé maréchal Sissi en Égypte, qui a immédiatement commencé une répression contre les frères musulmans tout à fait féroce, et que les islamistes ont pris peur. Hein. Et donc, je crois que le contexte régional et le contexte national ont fait qu'effectivement, on a pu aboutir à un compromis, à un débat, d'abord le fameux quartet, hein, qui a d'ailleurs eu le prix Nobel pour cela, le prix Nobel de la paix, et ensuite la rédaction d'une constitution de compromis. Alors la constitution de compromis, c'est très bien parce que ça a permis d'éviter le conflit, mais on a une constitution qui est un océan d'ambiguïté aussi, ce qui n'est pas forcément très bien non plus. Alors, je vais vous demander quand même ici de nous éclairer sur deux choses. Alors, la première, bon ça on l'a dit, c'est assez clair, la période de l'Assemblée constituante, c'est-à-dire du processus constituant qui a été long quand même, entre 2011 et 2014, qui a duré 3 ans, ça a été un moment fondateur pour la Tunisie, clairement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, au tout début, je disais, est-ce que c'est cette révolution un moment fondateur de cette singularité tunisienne? Là, on en a quelques explications, et vous venez de nous dire tous les éléments qui sont intervenus, c'est-à-dire donc le coup d'État, enfin l'Égypte, mais au plan interne aussi les assassinats politiques de Brahimi et de... Alors, en 2014, donc effectivement, grâce à la périphérie d'ailleurs des institutions, puisque le dialogue... Oui, le quartet n'est pas... Le quartet, c'est l'UGTT, la Ligue des droits de l'homme. Là aussi, rappelé que la Tunisie, en matière de droits de l'homme... Première Ligue des droits de l'homme du monde arabe en 1977. Voilà, et du monde africain, donc... oui, tout à fait. Donc le quartet, c'est l'UGTT, c'est-à-dire le syndicat patronal,
le TICA, la Ligue des droits de l'homme et les avocats. Voilà. Voilà, donc le rôle des juristes encore qui est central en Tunisie, donc parmi les singularités dont on parlait. Mais alors cet art du compromis, il va se poursuivre, parce qu'on pouvait le comprendre dans cette phase de transition. Tout à fait. Dans le processus constituant. Mais enfin, après, on a eu des vraies élections libres, qui ont donné un parlement, donc avec normalement une opposition, une majorité, un président de la République régulièrement élu. Et qu'est-ce que la Tunisie est encore allée faire une fois que Béji Caïd Sebsi a été élu triomphalement et sans contestation aucune, que son parti arrive premier avec quand même 86 sièges, ce qui est une très forte oui, mais ce n'est pas une majorité absolue. Mais ça n'est pas une majorité absolue. Vous savez, la Tunisie a 217, le Parlement tunisien a 217 sièges. Mais enfin, c'était tout de même, en faisant quelques alliances avec d'autres groupes, ils pouvaient tout à fait gouverner. Et ce parti, le parti de Béji Caïd Sebsi Nidatoun, qui s'est construit contre Nahda, c'est-à-dire pour être l'alternative de Nahda. Mais pourquoi? Alors, est-ce que c'est dans les gènes, dans l'ADN des Tunisiens de Béji Caïd Sebsi d'aller vers Anouchi et de lui dire, allez, on fait le consensus Tawafouk, donc ça revient souvent ici. Écoutez, je crois qu'il y a deux choses. D'abord, vous avez rappelé le conflit. Vous avez rappelé le conflit très grave de début 2013 qui s'est résolu par la négociation et le compromis. Il ne faut pas oublier que ce conflit a un aspect parfaitement clair, et la négociation et le compromis ont un aspect parfaitement clair, le quartet, etc. Et un aspect plus à l'ombre, on va dire, qui est la négociation entre Béji Caïd Sebsi et Rachid Ghannouchi avant les élections. N'oublions pas qu'ils se sont rencontrés et qu'il y a une espèce de consensus pour éviter la crise et pour trouver des formes de cohabitation. Alors je rappelle juste qu'ils se sont rencontrés à Paris à l'été 2013. Tout à fait. Ils se sont rencontrés à Paris pendant l'été 2013. Arrivent donc, comme vous le disiez, les élections où Béji Caïd Sebsi était le président avec une très confortable majorité, mais où son parti, qui est d'ailleurs un parti extrêmement hétérogène, il ne faut pas oublier, c'est un parti qui s'est construit contre Nahda, qui va de la gauche jusqu'au centre droit, jusqu'aux anciens historiens, etc. Donc, son parti a une majorité relative, ne peut pas gouverner seul. L'extrême gauche, qui à l'époque a une quinzaine de députés, si mes souvenirs sont bons, refuse de s'associer à Nidatoun pour former une majorité. Et donc, évidemment, tout gouvernement minoritaire pouvait être dégommé. Vous savez que la Tunisie a un régime parlementaire pur. Et que le Nahda était le deuxième bloc parlementaire, quand même à l'époque. Et donc au départ, Béji Caïd Sebsi, pour pouvoir gouverner, a préféré la cohabitation. La cohabitation, jusque-là, on peut la comprendre. Mais cette cohabitation, très rapidement, s'est transformée en cogestion du pays, en réalité. S'est transformée en cogestion du pays, Nahda étant un parti puissant, qui entendait garder un certain nombre de prérogatives, parce que Nahda s'était octroyé des prérogatives extrêmement importantes durant la période qu'on a appelée la période de la Troïka, où Nahda a commencé à pénétrer l'état profond tunisien, où a mis aussi le pays à genoux. Il ne faut pas oublier que les 2 ans et demi de la Troïka ont mis le pays à genoux par des recrutements dans le secteur public absolument. Nahda s'est constitué une base sociale en réalité dans le secteur public. Et donc ça s'est transformé en cogestion. Et on peut se demander effectivement pourquoi. De la part de Nahda, c'est tout à fait compréhensible. De la part de Béji Caïd Sebsi, ça l'est moins, effectivement. Et pourquoi cette cogestion du pays? On les appelait les deux chirs, comme vous savez, Rachid Ghannouchi et Béji Caïd Sebsi, les deux chirs. Et cette cogestion a été très dommageable, je pense, au pays, extrêmement dommageable au pays, dans la mesure où elle a contribué à faire, d'abord, que les Tunisiens et les Tunisiennes ne croient plus en leur classe politique. Ceux qui avaient voté Nidatoun contre Nahda se retrouvent avec un gouvernement de cohabitation
et de cogestion, en disant on nous a roulé dans la farine. Bon, la base radicale de Nahda, qui est maintenant d'ailleurs, qui forme les troupes de Karama, du parti extrémiste Karama, cette base radicale a dit on nous a roulé dans la farine également. Et donc ça a contribué à une perte de confiance des Tunisiennes et des Tunisiens dans leur classe politique, donc c'est les arrangements au sommet, et qui a contribué à l'émergence de cette séquence populiste que nous vivons aujourd'hui en Tunisie. Alors, on ne va pas développer peut-être ici, parce qu'il y a une émission dans laquelle on développera ça, c'est cette tentation populiste qui aujourd'hui s'incarne en Tunisie, et très bien dans un parti radical comme le Karama, qui serait, pour les Algériens, par exemple, ce serait un parti salafiste un peu. C'est un parti salafiste. Voilà, hein. C'est un parti qui ne croit absolument pas dans la démocratie, voilà. Et qui est un parti totalement extrémiste. Si on était en Occident, dans un pays européen, on l'appellerait un parti fasciste. Voilà. Mais qui s'incarne aussi peut-être dans la personne du président de la République. Incontestablement. Comment est-ce que vous voyez est-ce que cet art du compromis peut continuer à être utile à la stabilité de la Tunisie, à la construction quand même d'un véritable édifice démocratique? Par contre, chaque fois qu'il y a crise, on va chercher la solution à la périphérie de la Constitution. On sort des institutions constitutionnelles et on va faire un dialogue qui, justement, contourne les institutions. Oui, ce que vous dites est vrai, effectivement. C'est-à-dire que ce dialogue national dont on reparle beaucoup aujourd'hui se ferait en dehors des institutions constitutionnelles. Je précise quand même que si la Cour constitutionnelle avait été créée pour dire le droit et pour interpréter la Constitution, on n'en serait peut-être pas là, et que pour des raisons de pouvoir et de monopole du pouvoir, cette Cour constitutionnelle, qui aurait dû être créée en 2015, n'a pas été créée, c'est scandaleux, c'est tout à fait scandaleux, et la classe politique dans son ensemble est responsable de ce scandale, à commencer évidemment par le parti Al-Nahda. Donc les institutions, vous dites qu'elles fonctionnent, mais moi je serais plus réservé que vous. Je serais plus réservé que vous, dans la mesure où certaines n'ont pas été mises en place, d'autres fonctionnent mal, elles sont bloquées. Nous avons un Parlement qui fonctionne mal, hein, n'oublions pas, qui s'est octroyé des pouvoirs que la Constitution ne lui donnait pas, et donc il y a des surpouvoirs. Un président de la République qui est encore aujourd'hui plus d'un an après son élection en campagne électorale permanente, avec un discours de candidat et non pas de président, beaucoup plus, et ça c'est pas bon pour la Tunisie. Maintenant, effectivement, on peut dire 2 ou 3 choses sur ce. D'abord, quel que soit le chaos économique et social, parce que nous sommes dans un chaos économique et social, mais nous ne sommes pas en guerre. Il n'y a pas de guerre. Il y a des conflits, mais ces conflits ne sont pas des conflits guerriers. Et donc la Tunisie est le seul pays de ce qu'on a appelé le printemps arabe qui n'est ni en guerre et qui n'a pas connu de restauration autoritaire comme en Égypte, qui n'est pas en guerre comme en Libye, comme en Syrie, et qui n'a pas connu de restauration autoritaire comme en Égypte. Ça, je pense qu'on peut le mettre dans la colonne recette, incontestablement. De même que, même si elle subit des accros tout à fait préoccupants, liberté d'expression, et explosion de la créativité. Il n'y a jamais eu, à l'époque des 2 régimes autoritaires de Bourguiba et de Ben Ali, même s'il y avait des choses, mais une créativité aussi grande et aussi prometteuse, disons. Donc, la colonne recette n'est pas vide, incontestablement. Ou la colonne crédit, disons. La colonne crédit, voilà, n'est pas vide. La colonne débit est archipleine. C'est ça aussi le problème. Est-ce que... Moi, la question que je me pose est la suivante. Est-ce que la classe politique actuelle est capable, par la négociation, par le compromis, par l'élaboration de politiques claires, par la constitution de majorités politiques et non pas de majorités de circonstances qui est due seulement à des querelles d'ego ou à des captations de postes et de rentes, parce que c'est là qu'on en est aujourd'hui à Tunisie, est capable d'avancer d'un pas et de reprendre le processus démocratique qui est à l'arrêt. Ou alors, est-ce que nous ne sommes pas encore sortis du tunnel, parce qu'aujourd'hui la Tunisie est dans un tunnel.
nous ne sommes pas sortis du tunnel et qu'il faut attendre l'émergence d'une nouvelle génération politique qui est en train de se former aujourd'hui dans ce qu'on appelle la société civile, dans les associations, dans un certain nombre de structures formelles ou informelles. Et est-ce qu'il faut attendre l'émergence de cette nouvelle classe politique pour sortir de l'ornière dans laquelle est tombée la Tunisie? Car la Tunisie, il ne faut pas se voiler la face, est tout de même aujourd'hui dans un mauvais état, et pas seulement économique et social, également dans un mauvais état politique. Mais, comme je vous le disais, avec cette colonne crédit qui n'est pas complètement vide non plus, parce qu'on apprend, et je crois que dire la révolution, et peut-être on pourrait en terminer par là, peut-être qu'on pourrait, moi en tout cas, en finir par là, nous sommes dans un processus, nous ne sommes pas dans un événement. L'événement, il a eu lieu, c'est 2011, c'est 2014 l'adoption de la Constitution, c'est les premières élections libres, les événements ont eu lieu. Mais nous sommes dans une nouvelle séquence historique. Et nous n'en sommes qu'au début de cette nouvelle séquence historique, de ce long processus. La démocratie ne se construit, elle ne se construit pas en un jour. Deux, ce n'est pas un processus linéaire, c'est un processus dialectique. Et nous sommes en pleine dialectique. Et la dialectique, comme vous le savez, c'est des allers-retours. Il est possible qu'on régresse avant d'avancer de nouveau. Donc, vous pensez que est-ce que là, une restauration autoritaire est encore possible en Tunisie ou pas? Ou est-ce que la colonne crédit est quand même suffisamment pleine pour empêcher cette restauration? Nous avons un avantage sur des pays comme l'Égypte ou l'Algérie par exemple, c'est que nous avons une armée très faible. Ça c'était un choix pour qui bien. Bourguiba avait toujours dit que la Tunisie de toute façon n'aurait jamais une armée suffisante pour la défendre, et que donc il ne fallait pas investir là-dedans. Le régime de Ben Ali n'a pas été un régime militaire mais un régime policier, donc il n'y aura pas de coup, à moins d'une surprise, disons un coup d'état militaire est improbable en Tunisie. Bon. Il n'y a pas de force suffisamment puissante en Tunisie pour perpétrer un coup de force qui ferait mais la Tunisie n'est pas à l'abri d'un chaos. On est devant une série d'inconnus. Je ne me hasarderai pas à privilégier, disons, une hypothèse plutôt qu'une autre. Et je dirais peut-être, je peux me tromper, toutes les hypothèses sont sur la table, pour l'instant, sauf la restauration autoritaire. Très bien, alors juste pour terminer, est-ce la Tunisie signifie quand même quelque chose bien au-delà de ses frontières? On est resté là en Tunisie, et vous l'écrivez vous-même, vous dites que cette formidable aspiration des Tunisiens, des révolutionnaires tunisiens à la citoyenneté, à la liberté, ont eu des répliques donc en Algérie, au Soudan, vous le citez. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez, y compris si on est la Tunisie dans une situation difficile, chaotique, etc., mais est-ce que vous pensez que cette aspiration de la révolution tunisienne va continuer à avoir à laisser des traces dans son environnement régional? Que la Tunisie ait donné le signal de ce qu'on peut appeler un réveil du monde arabe, ou du monde dit arabe, c'est l'évidence. C'est-à-dire, c'est comme si la Tunisie, les Tunisiens et les Tunisiennes avaient enlevé un couvercle. Avaient enlevé le couvercle et que tout est sorti. Je crois, malgré les contradictions, malgré les malentendus, malgré la force des mouvements conservateurs dans le monde arabe, qu'il y a une aspiration générale à la fin des dictatures, à la fin des régimes autoritaires, à plus de liberté, à la construction. Les citoyens qui ne le sont pas encore, parce qu'ils sont privés de leur citoyenneté, mais les habitants du monde arabe qui veulent être des citoyens, justement, qui se battent pour la citoyenneté, sont nombreux, incontestablement, et veulent être, je dirais presque, des gens normaux, comme tout le monde, avoir des droits, avoir droit à la citoyenneté, à choisir leur gouvernant, à les révoquer librement. Donc tout cela, effectivement, la Tunisie a donné le signal, mais si on parle de singularité tunisienne, si elle est singulière, elle ne peut pas être un modèle. Hein. Mais elle montre, l'expérience tunisienne, elle montre que l'autoritarisme, la dictature,
ne sont pas des fatalités dans cette région du monde. Et ça, c'est extrêmement important. Rien n'est fatal. Et ce qui s'est passé en Algérie, bien sûr avec le Hirak, ce qui s'est passé au Soudan est extrêmement important. Je prends ces deux pays, bien sûr, il y a eu des mouvements au Liban, en Irak également, mais là, les forces conservatrices du maintien du statu quo sont tellement importantes que, pour l'instant, ce qui s'est passé en Irak et ce qui s'est passé au Liban a avorté, si je puis dire, en Algérie aussi, mais l'histoire n'est pas finie en Algérie. Et au Soudan, on assiste à une expérience de démocratisation lente, douloureuse, difficile, qui est loin d'être inintéressante. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de nouvelles séquences historiques. On est entré dans cette nouvelle séquence. Elle est douloureuse, elle a des résultats improbables, mais elle n'est pas finie. Sophie Bessis, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, donc Histoire de la Tunisie, de Carthage à nos jours, paru aux éditions Talendier, édition française, en 2019. Et merci de m'avoir invité. Merci en tout cas d'être venu à Radio M. Vous êtes la bienvenue à tout moment. C'est bon.